Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez les Rois de la Fête. Nous vous proposons un podcast portant sur le thème de la prévention des addictions chez les étudiants. Vous entendrez ici des témoignages d'étudiants, des anecdotes et des réactions de la part d'addictologues. Des histoires qui vous parleront, qui auront pu être les vôtres ou qui le sont réellement. Vous vous demandez l'impact de votre première cuite sur votre conso actuelle ? C'est quoi la recette d'une bonne soirée ? Il y en a une ? Quel est l'effet que vous recherchez quand vous consommez une substance ? Nous vous proposons de réfléchir sur ces questions et de nombreux autres ensemble. À écouter quand vous faites vos courses, en terrasse ou sur votre canapé, et sans modération bien sûr. Des substances sont souvent consommées pour décompresser, se divertir ou favoriser le lien social lors d'une soirée. Dans certaines d'entre elles, une compétition peut être lancée, comme un jeu. Pourtant, elle peut nous exposer à des risques pour notre santé et celle des autres. À quel point notre consommation peut mener à un comportement à risque ? À quel moment pouvons-nous perdre le contrôle ? Comment les repérer ? C'est ce que nous allons aborder dans le 3e épisode des Rois de la Fête. Nous allons nous pencher sur les dangers des consommations, la perte de contrôle et la compétition dans un contexte festif. C'est vrai que plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des situations un peu délicates à cause de ça. Ok. Et j'ai même terminé une fois au CHU. Ok. Par rapport à cause des soirées, justement des consommations qu'on peut faire en soirée. Donc c'est vrai que ça peut être assez dangereux. Si à un moment, il y a une ambivalence par rapport à ces pertes de contrôle. Oui, c'est bien, mais en même temps, je voudrais contrôler, mais en même temps, j'aime bien aussi perdre le contrôle. Bonjour, du coup je m'appelle Julie. Salut Julie. Donc je vais raconter une anecdote, pas une anecdote, plutôt un fait général que je vis en tant qu'étudiante par rapport aux soirées. J'ai un ami très proche de moi qui, quand on s'est connus, donc c'était le début de nos études, était très timide. Donc il parlait pas beaucoup, il avait beaucoup de mal avec les gens. Et peu à peu, il a commencé à sortir, etc. Et il s'est rendu compte qu'il était vachement plus désinhibé quand il buvait. Donc il s'est mis à boire. Mais beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et du coup, c'est une personne qui finissait tout le temps mal. Le lendemain, il ne se souvenait jamais de ce qu'il faisait. Et une fois, il a pris une bouteille derrière le bar. Et du coup, il a fini au CHU. Donc inconscient, etc. Je dis pas de bêtises. Et du coup, le lendemain, j'étais le voir au CHU pour prendre des nouvelles, etc. Donc il a vu une psychiatre, tout ça. Et il avait un groupe d'amis qui a la réputation d'être très nocif. C'est-à-dire que eux, pour le coup, c'est le genre de filles... Comment dire ça ? C'est des filles qui aiment beaucoup sortir, qui aiment beaucoup faire la fête et qui aiment beaucoup pousser les autres à le faire aussi. Et donc ces amis-là, l'après-midi, il est sorti de l'hôpital vers 16h. Il avait encore de l'alcool dans le sang. Et ces amis-là lui ont dit « Allez, viens avec nous, on est en soirée. » Donc il y est quand même allé et elles l'ont forcé à boire. Ils lui ont dit « Allez, c'est juste un verre, allez, un petit verre. Oh, t'es pas drôle et tout, t'es pas cool. » Et du coup, il a rebu le soir même alors qu'il sortait du CHU. Et voilà, et c'est une personne qui a malheureusement jamais arrêté de boire et il avait vraiment des gros problèmes parce qu'en fait, il pouvait pas s'amuser sans boire et voilà, être désinhibé sans boire. Et donc ça m'a marqué et ça a un peu gâché notre relation d'amitié, on va dire. Du coup, c'est une personne qui est très isolée maintenant et qui a cette réputation dans la faculté d'être un peu spéciale. Alors, j'ai même une deuxième anecdote qui me vient par rapport à ce groupe de personnes. Qui un soir où il était dans cet état-là, donc moi je les connaissais et je pouvais pas le ramener chez moi parce que j'habite un peu loin de l'endroit où on faisait la fête. Du coup j'ai été voir son groupe de potes là que j'apprécie pas forcément, mais j'ai été les voir parce que c'était les seuls qui pouvaient s'en occuper et qui m'ont dit non mais de toute façon il a l'habitude, il va bien se gérer, alors que le mec avait perdu connaissance dans l'endroit où on faisait la fête et elles en avaient rien à faire et le lendemain
il était avec elle au restaurant, comme si de rien n'était, parce qu'il avait juste tout oublié, alors que c'est moi qui m'en suis occupée toute la soirée. Et avec des potes, on a réussi à lui trouver un hébergement, mais voilà quoi. Du coup, il a ses amis là, mais sinon, il est très seul globalement. Ce qu'elle décrit aussi très très bien, c'est les effets négatifs de l'alcool au fond. Le premier marqueur là dans son histoire, c'est je ne peux pas ne pas. Ce qu'elle raconte, les copines qui viennent la rechercher, c'est que même après une expérience comme ça, on va recommencer à consommer. On ne peut pas ne pas. On ne peut pas passer une soirée sans qu'il y ait des consommations fortes d'alcool. Et puis dans les effets négatifs, on voit bien qu'il y a une forme d'isolement. Il y a l'aspect, ce qu'elle décrit, c'est l'aspect de la tristesse et puis il peut-être d'une accentuation de la dépression. On sait que l'alcool, c'est dépressiogène. Chez les consommateurs réguliers, souvent, il y a un fléchissement de l'humeur qui disparaît quand les gens arrêtent l'alcool. Cet aspect un peu accentuation de la dépression disparaît. On n'a pas forcément nécessité de traiter. Donc là, on a l'isolement, le repli, la tristesse, on a vraiment des conséquences négatives de l'alcool que la personne perçoit ou ne perçoit pas forcément. C'est-à-dire que là aussi, l'alcool, à la fois ça accentue la tristesse, mais ça va au début, je consomme de l'alcool pour ne pas penser à ça ou ne pas ressentir ces affects-là. Après, moi spécialement non, parce que en fait ça reste des petites sommes et je sais que je m'allouais un budget pour ça et en fait sur des applications c'est quand même très bien fait pour définir toutes les limites et tout. Et du coup je sais que je les dépassais pas. Voilà quoi, c'était ça. C'était comme quand on peut boire une bière sans en boire deux, on peut faire un pari sans en faire deux pour moi. L'intégrité physique est mise à mal. Alors que les addictions comportementales, on pense toujours que c'est quelque chose d'extérieur à soi, qui ne va pas abîmer ce que l'on peut être à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qui ne va pas entraîner des troubles de l'humeur, des dépressions ou comme là, des accidents où le corps peut être mis en danger. Et là, il a bien noté que c'était pas le cas. Bonjour, je m'appelle Nathan et du coup en fait je voulais vous raconter une fois où j'étais en soirée avec des amis et c'est une soirée qui s'est vraiment mal passée parce que en fait l'une de mes amies en fait a sa copine qui habite en Suède et en fait elle lui fait parfois des paquets avec du smooth. Du smooth ça fait partie des drogues douces qui sont autorisées en Suède. Et donc ils s'arrangent pour les faire passer, mais c'est interdit en France. Et elles avaient l'habitude d'en prendre quelques-uns, sauf qu'ils ont utilisé ça avec de l'alcool. Ce qui a fait que ça n'a pas donné une très bonne expérience, surtout que en fait, comme elles commençaient à prendre l'habitude en fait, de prendre du smooth au moins peut-être une fois par semaine, sur le coup ils n'ont pas senti les effets. Et l'alcool leur a donné en fait envie d'en prendre encore plus. Et l'une de mes amies bourrée, en fait, on l'a retrouvée avec 6 smooths dans la bouche. Alors sachant qu'elle en avait déjà essayé 2 avant. Et en fait la soirée a mal fini. Déjà parce que on a des gens qui du coup drogués et bourrés se sont mis à courir dans les rues de minuit à 2h du matin, pieds nus. Donc, et qui en fait ressentaient plus rien, c'est-à-dire que comme ils marchaient pieds nus, ils ont marché dans des grilles, dans du gravier, etc. Ça leur a écorché les pieds, ils ne s'en sont pas rendus compte. Et même à un moment, par exemple, pendant la soirée qui s'est passée, il y a eu un verre qui a été cassé. Donc je faisais partie des rares sobres à devoir essayer de gérer un peu tout le monde, ça a été extrêmement compliqué. Au final, on a pris la décision en fait. On était 3 à pouvoir gérer, c'est qu'on a ramené chacun chez soi. Parce qu'en fait, au début, on s'est dit on va les laisser, on va attendre qu'ils se calment. Mais en fait, comme ils étaient bourrés en fait, etc. Le fait d'être en groupe, ça motive le fait de boire, etc. Et grosso modo, après qu'on a réussi à les ramener, on a dit chacun chez soi parce que ça. Et on s'est chacun ramené entre guillemets. Parce que il y a eu des situations qui ont été compliquées en fait.
C'est-à-dire que quelqu'un qui est drogué, bourré, on ne peut pas le laisser rentrer chez soi comme ça, surtout vu la situation que ça avait été avant. Alors le snus, c'est un produit qui contient beaucoup de nicotine, c'est-à-dire en gros ça contient peut-être 10 fois plus de nicotine qu'une cigarette, donc c'est à la fois très très addictif, il y a beaucoup de nicotine et qui a du coup des effets qui vont entraîner des troubles de concentration. C'est une addiction rapide puisque ce qui donne l'addiction dans le tabac c'est la nicotine, hein. Donc c'est pas ça abîme pas les poumons parce que c'est quelque chose qui est absorbé, ça passe par l'estomac. C'est pas comme la cigarette, hein, qui passe par les poumons, ou le cigare qui passe par la fumée de cigare qui passe par la bouche. Là c'est quelque chose qui est absorbé, donc il y a une certaine lenteur, mais c'est très 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 concentré en nicotine et du coup c'est très rapidement addictif. Et c'est avec des choses qui peuvent entraîner des conséquences qui peuvent être des troubles du comportement, des troubles du sommeil, une irritabilité, voilà, des effets encore plus violents qu'on peut trouver avec la cigarette en réalité. Alors associé, l'histoire racontée, c'est aussi associé avec de l'alcool, hein. L'alcool qui désinhibe. Et si ça désinhibe quelque chose qui est de l'ordre de l'irritation ou de l'agressivité, bah on peut avoir une perte de contrôle avec des passages à l'acte violents. Donc ça, c'est des choses qu'on voit aussi assez souvent avec l'alcool, hein. Ces gens qui sont absolument adorables dans le quotidien et qui, quand ils vont consommer de l'alcool, vont avoir des passages à l'acte violents. Donc c'est pas deux personnes, c'est la même personne. Simplement, l'alcool va libérer un certain nombre de pulsions, on va dire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup de perdre le contrôle? Oh oui, un sacré paquet de fois. Ouais. Plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois au cours des dernières années. Au cours des 2 dernières années, c'est vrai que c'est quand même arrivé assez fréquemment. Ok. Est-ce que, genre, une bonne soirée, c'est une soirée où tu perds le contrôle? Pas forcément, non. Ok. Parce que c'est quand même mieux d'avoir le contrôle sur sa soirée pour passer un bon moment et qu'il n'y ait pas d'incident on va dire par la suite, quoi. Ok. C'est mieux. On voit bien que pour Julien, d'abord c'est quelqu'un qui fait la fête de manière très très régulière, que ça fait partie de ses rituels à lui. Et ce qui fait partie de ses rituels, c'est de perdre le contrôle. Au fond, profiter avec ses amis, c'est des consommations massives sans compter. Vas-y, coupe un peu. Excuse-moi. Les pertes de contrôle, ça peut aller jusqu'au coma éthylique. Il raconte effectivement qu'une fois, il s'est retrouvé au CHU en coma éthylique, donc ça peut aller très très loin. Le coma éthylique, c'est très à risque. Alors dans notre société, prendre une fuite, c'est tout à fait normal, ça fait partie, c'est très culturel. En réalité, c'est une overdose d'alcool et puis c'est un risque, ça peut être un risque vital. Si à un moment, il y a une ambivalence par rapport à ces pertes de contrôle. Oui, c'est bien, mais en même temps, enfin, je voudrais contrôler, mais en même temps, j'aime bien aussi perdre le contrôle. Ok. Bon salut du coup. Il y a pas longtemps du coup j'étais au ski. Donc on a fait une soirée du Nouvel An, voilà, pour le 31. Et normal, on boit et tout, tranquille et tout. Et il y a un pote à moi, du coup il s'est mis à boire vraiment énormément, genre sans faire gaffe un peu, tu sais, c'est un peu celui qui boit le plus et tout, histoire un peu d'ego et de fierté de mec quoi. Et sans faire gaffe, du coup il s'est vraiment retrouvé vraiment dans le mal, genre vraiment. Et il commençait à vomir un peu partout, enfin bref, c'était un peu la galère quoi. Et je trouve ça un peu débile déjà de faire ça, parce qu'il n'y a vraiment aucun intérêt genre de se mettre mal comme ça. Mais mal au foie, il avait mal à l'estomac, histoire des douleurs, il n'en pouvait plus, enfin je veux dire... Le lendemain, le soir même? Le soir même de la soirée, et voilà. Ok. Ça m'a un peu choqué quoi. Ouais, t'as dû t'en occuper? Ouais. Beaucoup? Ok. Ouais. Grosse partie de la soirée? À 2 heures à peu près.
Ouais, donc toi, ça t'a... Bah, ça gâche la soirée des autres, quoi. Ouais, j'imagine que ça a un peu cassé l'ambiance, peut-être, Ouais. qui était... Ah oui, carrément, ouais. Ok. Et toi? Non, non, pas vraiment. J'ai jamais été dans des situations dangereuses ou quoi. Parce qu'en plus, j'ai jamais vraiment beaucoup bu, donc non, pas forcément. Et ça, c'est important de pouvoir sentir vraiment, d'apprendre à sentir cette limite-là. Après, moi, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est sur quoi finalement les gens se basent pour se limiter ou leurs moyens de contrôle. Parce qu'en fait, des fois, c'est un comptage, et des fois, c'est un état. Des fois, il y a vraiment plein de... Chacun a son curseur un peu, sa façon de se limiter. Quand je commence à bafouiller, quand je commence... ouais, c'est ça. Hein, Et là, sur cette histoire, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est vraiment sur l'aspect culturel de l'ivresse. Entre mecs, c'est vraiment normal pour un homme de prendre des cuites et d'aller loin et de faire... d'avoir une sorte de compétition autour de ça, quoi. Mais du coup, est-ce que tu as déjà perdu le contrôle? Oui. Ok. Plusieurs fois? Plusieurs fois. Ok. Est-ce que tu t'es déjà senti en danger par rapport à ta conso? Ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, mais c'est surtout que quand je bois à outrance comme ça, je ne me souviens pas. Alors, est-ce que c'est un mécanisme du cerveau, blabla? Bon, voilà. Je sais pas, mais c'est que vraiment, je me souviens pas. Et quand on me raconte, je me dis, faut que je fasse attention. Quand même, il y a des consommations, c'est super, c'est bien la soirée, mais il y a quand même des pertes de contrôle plusieurs fois avec là aussi des blackouts, et ça finit par être compliqué. Les gens le décrivent très bien, pendant quelques heures, je ne me souviens pas du tout de ce qui a pu se passer. Et ça lui arrive, et c'est plus fréquent là aussi pour les filles que pour les garçons de se sentir en danger. On peut être très vulnérable dans ces moments de blackout, en dehors du fait d'approcher du coma éthylique. C'est aussi qu'il peut se passer n'importe quoi et qu'on s'en souviendra pas. Et ça, c'est vraiment... là, ça devient très problématique. Ce qui me dérange, c'est que du coup... les gens se font du mal volontairement, en fait. Ils boivent pour boire le plus possible, pour faire une sorte de compétition, mais il n'y a aucun bénéfice à ça, quoi. Tu trouves que ça retire un peu le but initial d'une soirée? Oui, voilà, la soirée, c'est le côté festif, c'est rigoler, profiter, et puis en fait, quand on en est au point de vomir, je trouve qu'on n'est plus vraiment présent, et bon, on est juste malade, quoi. Du coup, il n'y a pas de... Je vois pas où est le plaisir là-dedans. Ok. Oui. Ouais. Après, j'ai pas perdu le contrôle dans mes actes, parce que en fait, j'ai dormi directement. J'ai pas fait des choses que je n'aurais pas aimé faire. Voilà. Ok. J'ai pas vraiment perdu le contrôle comme ça. Ouais, tu t'es pas senti en danger à cause de ta consommation? Non, parce que j'étais quand même bien. À chaque fois, je suis entourée, donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est important, là. Donc, j'ai un peu la réponse à la question, mais est-ce que pour toi, une bonne soirée, c'est une soirée où il faut perdre le contrôle? Du coup, tu as répondu indirectement. Oui, pour moi, non, parce que justement, cette soirée où j'avais un peu perdu le contrôle, je m'en rappelle plus, du coup, j'y vois pas vraiment d'intérêt, parce que... Ouais, tu t'es pas vraiment amusé. Donc pour Zoé, alors c'est vraiment... ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment l'observation des autres, et effectivement, c'est une situation de... Elle raconte une situation d'un garçon, c'est assez typique, on est dans la compétition, dans l'émulation, c'est celui qui va aller le plus loin, et voilà, c'est la perte de contrôle, et c'est les conséquences de la perte de contrôle. On se voit, et dans ces soirées, systématiquement, il y en a quelques-uns qui vont être dans la compétition de celui qui va boire le plus, dans l'émulation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez, je trouve, assez culturel. Jusqu'à aller, là encore, c'est des choses qu'on entend beaucoup, c'est jusqu'à aller au blackout.
peut entreprendre quand on est étudiant pour parvenir à diminuer sa consommation? Qu'est-ce qu'on peut faire justement si on ne parvient pas à diminuer la consommation? Alors, quand on ne parvient pas, c'est qu'on commence c'est qu'on a mis le doigt dans un engrenage. C'est que là, il y a une forme de perte de contrôle. C'est-à-dire, si je ne peux pas passer une soirée sans finir ivre-mort, là c'est que vraiment, il faut moi je dirais qu'il faut consulter dans ce cas-là. Après, c'est d'abord, c'est vraiment des outils personnels accepter de regarder ce que je fais. Accepter d'essayer de comprendre pourquoi ça finit toujours systématiquement comme ça, dans mon histoire personnelle, dans la période que je vis, etc. Qu'est-ce qui fait que finalement j'aboutis toujours à ça, et puis de scénariser un peu les choses, de me dire, au lieu d'emporter dans une soirée systématiquement la bouteille de whisky, 3 packs de bière, etc., de scénariser les choses un petit peu différemment, c'est-à-dire de mettre des garde-fous avant, parce que je sais qu'à un moment donné, je vais peut-être ou systématiquement perdre le contrôle. Donc voilà, d'avoir des éléments de contrôle a priori, et puis vraiment accepter de regarder ce que je fais, de me décentrer de moi-même. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment être actif dans ma manière de regarder mon mode de vie, ma conso, et à la fois les conséquences. Finalement, à chaque fois, je finis comme ça. Le lendemain, je suis pas bien, j'ai pas envie. Puis le 3e jour, j'ai de nouveau envie de consommer. Puis ça repart. Enfin, souvent, c'est des cycles aussi comme ça. Donc vraiment, voilà, commencer à se poser des questions et à mettre en place des petites choses, à tester des choses aussi. Pour finir l'épisode, je souhaiterais vous demander si vous auriez des conseils simples à donner aux étudiants pour les aider à établir des limites saines concernant la consommation d'alcool, mais pas que, de produits, de substances de manière générale. Je ne sais pas si on a des leçons à donner, hein. C'est pas vraiment ça. Simplement de bien connaître les produits qu'on utilise, qu'on va utiliser, ce qui est souvent pas le cas, hein, surtout pour ce qu'on appelle tous les nouveaux produits de synthèse, tout ce qui est produits fabriqués, tout ce qui est dérivé de l'ecstasy et tout ça, on ne sait pas toujours très bien ce qu'il y a dedans. On a envie de perdre le contrôle, mais tout en le gardant. Le principe de la fête, en principe, c'est ça. C'est à la fois, je veux bien perdre un peu le contrôle, mais quand même en le gardant toujours. Donc l'idée, c'est vraiment d'en savoir quelque chose, de pas, et puis de se dire qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est quelle a été l'expérience que j'ai vécue, comment j'ai vécu ça, est-ce que je me suis fait peur, voilà, c'est vraiment de se poser de temps en temps, pas tout le temps, on va pas non plus se faire la fête, c'est aussi lâcher prise, hein, c'est le principe de la fête, il y a un moment où voilà, je me pose pas forcément des questions sur mon quotidien, mais peut-être de se débriefer un peu après, de se poser les questions sur les expériences. Et d'écouter aussi ce que vos amis vous disent. C'est-à-dire que si vos amis vous disent « Ah, mais je donne un exemple, ah, mais on n'en peut plus, à chaque fête, tu finis complètement bourré sous la table », entendre ça et réfléchir à ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et à écouter les autres. Si tu te sens concerné par ce que tu as entendu, n'hésite pas à aller au service de santé universitaire, à en parler, à quelqu'un de proche ou à un professionnel, médecin traitant, infirmier. Si tu es directement ou indirectement concerné par une pratique de jeu problématique, n'hésite pas à aller sur le site Joueur Info Service, que tu peux appeler de 8h à 2h, 7 jours sur 7. Tu peux aussi aller dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie pour une consultation jeunes consommateurs. À Clermont-Ferrand, c'est France Addiction qui propose ce service. Si tu as des questions sur le podcast, tu peux nous les poser via Facebook et Instagram, étudiants relais santé UCA. Tu peux retrouver les podcasts sur Spotify, ERS Clermont et YouTube, étudiants relais santé UCA. Cet épisode a été monté par Next Gen Prod.